Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Moïse Self avec vous pour votre émission hebdomadaire Africatech. Africatech, c'est votre émission qui plonge dans le cœur des innovations technologiques en Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui concerne l'un des piliers fondamentaux de toute société. Nous parlons de justice. Cap en Côte d'Ivoire où le pays a entrepris un vaste chantier de digitalisation de son système judiciaire afin d'améliorer l'efficacité des procédures et renforcer la transparence et la facilité à l'accès à la justice pour tous. Mais quels sont les défis à relever pour garantir le succès de cette transformation numérique ? Quels en sont les bénéfices concrets pour les citoyens et les professionnels du droit ? Pour y répondre, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau deux chroniqueurs. J'ai nommé Alamine Mahamat, qui nous vient du Cameroun, et Janicia Matondi du Gabon. Bienvenue à vous et très chers auditeurs, on se dit à tout de suite pour la minute décryptage. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech, analyse et commentaires sur le digital. Africatech. La digitalisation de la justice en Côte d'Ivoire s'inscrit dans un vaste mouvement de modernisation des services publics. Dans un pays où les délais judiciaires sont souvent longs et les procédures administratives complexes, la transition vers le numérique apparaît comme une nécessité pour améliorer l'efficacité du système judiciaire. L'objectif est d'accélérer le traitement des dossiers, de réduire la corruption et d'assurer un meilleur accès aux services juridiques pour tous les citoyens. Plusieurs avancées ont été réalisées ces dernières années pour concrétiser cette transformation. La mise en place de plateformes numériques permettant aux avocats, aux justiciables et aux administrations de soumettre des documents et de suivre l'évolution des dossiers à distance, réduisant ainsi les délais et les déplacements inutiles. L'utilisation de la visioconférence pour certaines audiences, une solution qui facilite la tenue des procès, notamment pour les détenus, et qui permet de désengorger les tribunaux. La création de bases de données numériques, centralisant les décisions de justice et les dossiers des justiciables afin d'éviter les pertes de documents et d'améliorer la traçabilité des affaires traitées. Toutefois, cette modernisation se heurte encore à plusieurs défis majeurs. L'inégalité d'accès aux infrastructures numériques. Alors que les grandes villes bénéficient d'une connexion Internet stable et d'outils modernes, certaines régions plus reculées peinent encore à accéder à des services, ce qui crée une fracture numérique. Le manque de formation des magistrats, greffiers et avocats aux outils numériques. Si ces derniers ne sont pas suffisamment accompagnés dans cette transition, l'efficacité du système numérique risque d'être compromise. Les enjeux de cybersécurité et de protection des données sensibles. La digitalisation des dossiers judiciaires implique des risques accrus en matière de confidentialité et de cyberattaques, ce qui soulève la question de sécurisation des systèmes d'information judiciaire. Face à ces défis, la question qui se pose est la suivante. Comment garantir une transition numérique efficace et inclusive pour le système judiciaire ivoirien ? Quels moyens doivent être mobilisés pour renforcer les infrastructures, former les professionnels et assurer une justice digitale sécurisée et accessible à tous ? Merci beaucoup Alamine. C'est effectivement à ces questions que nous tenterons de répondre dans notre dernière partie de l'émission, le débat virtuel. Donc on se dit à tout de suite. Africatech, le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, bienvenue une fois de plus. Nous sommes de retour sur le plateau avec mes invités, avec Alamine, avec Janicia, pour parler de justice, pour parler de numérique en Côte d'Ivoire. Alamine, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Janicia, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour à tous.
D'abord, pour donner un contexte aux auditeurs, là, on parle de la Côte d'Ivoire qui essaie de digitaliser sa justice ou son système judiciaire. La première question pour vous deux, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où l'Afrique fait le pas vers le numérique et les différents gouvernements sont de pair avec ces initiatives technologiques, notamment à travers la justice, que ce soit dans l'agriculture, dans tous les domaines liant les gouvernements de chaque pays. Donc, renforcer la justice par le numérique en Côte d'Ivoire est une très bonne initiative et ça va vraiment aider à pallier à beaucoup de soucis, notamment les chaînes de gens au niveau des polices et tout partout. Je pense que c'est une très bonne initiative et c'est un truc à vraiment encourager partout, pas seulement en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ailleurs en Afrique. Janicia? Moi, je partage l'avis d'Alamine. Je pense que c'est également une bonne initiative de pouvoir renforcer ces services judiciaires en incorporant la numérisation à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui pourra quelque part favoriser la façon dont les acteurs de justice pratiquent leur travail et règlent tout ce qu'il y a à faire comme paperasse et tout. Très bien. Alors, Alamine, la première question pour toi. Donc, on parle là d'un projet national, donc une envergure qui est assez grande. Elle n'est pas sans obstacle. Évidemment, comme partout ailleurs en Afrique, moi je dirais le premier obstacle lié à ce genre d'initiative sur le plan logistique et équipement. Très bien. Parce que c'est vrai, l'Afrique fait le pas vers le numérique, mais il y a plein de soucis à pallier par rapport à cela, notamment à la couverture Internet sur tout le territoire, la formation du personnel pour s'adapter à ce système, la formation également des usagers pour se familiariser avec ce système, pouvoir demander plus rapidement les services et avoir ce qu'ils veulent plus facilement. Mm-hmm. C'est le premier problème qui va se poser vraiment sur le plan sécuritaire, parce que qui dit numérique dit sécurité, cybersécurité. Mm-hmm. Et ça sera un point focal à vraiment développer parce que c'est le personnel qu'on va former pour maintenir la plateforme, donner les services et tout. Ils doivent avoir l'amabilité ou bien pour faciliter le terme, dans la sagacité de gérer ce service, notamment à mettre des barrières, mettre des contrôles pour ne pas fuiter les données personnelles des usagers. Okay. Moi, je dirais que ça va vraiment renforcer le système judiciaire, mais il faut un certain nombre de normes. Il faut un savoir-faire déjà. Justement, il faut un savoir-faire et les normes doivent suivre avec pour ne pas faire une fuite de données. Très bien. Janicia, on parle de savoir-faire. Il faut un savoir-faire d'une certaine manière, en tout cas, pour pouvoir réaliser un projet d'une telle envergure. Donc la question c'est, est-ce que le savoir-faire manque en Côte d'Ivoire pour réaliser un tel projet? Oui, étant donné que déjà les acteurs de justice, les procureurs et autres, ils n'ont pas été formés de base au numérique, à l'incorporation du numérique dans ce genre de service. Mm-hmm. Et en mettant en place ces services, il y aura peut-être chez des gens qui vont mal prendre le programme comme une sorte de peur de se dire qu'il y aura d'autres qui seront mieux à même d'utiliser cela parce qu'ils auront peut-être quelque part des bases en matière de numérique et il y aura d'autres qui seront exclus parce qu'ils n'auront pas eu ces formations-là. Et donc, il y a vraiment ce problème où il n'y a pas vraiment encore de formation pour ces acteurs-là judiciaires. Très bien. Pour parler de cybersécurité, je vais revenir vers Alamine. Tout à l'heure, tu parlais des risques qui étaient possibles. Dans la feuille de route donc de l'établissement de ce projet, il faut inclure les éléments de cybersécurité. Exactement. Donc, quels sont les risques auxquels on peut s'attendre lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle de justice numérique? Le premier problème qui peut se poser, c'est la fuite des données personnelles des usagers. Parce qu'avec un simple hacking, on peut avoir toutes les données et on peut entrer dans la base de données du système de justice et trafiquer tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Juste avec un petit ordinateur et quelques compétences en hacking, mm-hmm. on sera en même de voler toutes les données. Parfois, on n'a même pas besoin d'avoir des compétences. Le peu de compétences qu'on peut avoir, oui. Le minimum. Si le système mis en place par le gouvernement n'est pas fiable, n'est pas sécurisé à fond, mm-hmm. si le système mis en place par le gouvernement n'a pas peut-être le checking ou bien une sorte de contrôle et des maintenances régulières pour pouvoir assurer la performance du système et garder les données des personnels ou bien des usagers, mm-hmm. un simple hacking peut permettre à quelqu'un de mal intentionné de voler toutes les données liées à
Peut-être des exemples pour donner une idée aux auditeurs de quoi est-ce qu'on parle exactement lorsqu'on fait allusion à la sécurité des données personnelles dans le domaine de la justice. Par exemple, le système de e-justice en Côte d'Ivoire est là pour faciliter l'accession à, par exemple, les actes de naissance, un casier judiciaire. Oui. Si par exemple, moi, mon casier judiciaire a été terni par mes actes criminels que j'ai eu, je n'ai pas d'actes criminels. Oui. Donc, j'ai les compétences en numérique, je demande un casier judiciaire, et quand le personnel de la justice, du service, va me faire sortir le document, moi j'entre dans la base de données avant lui, je trafique, je modifie les trucs. Si par exemple, dans mon casier il y avait vol, machin, par exemple, oui. J'efface tout ce qu'il y a dans la base de données. J'efface tout ce qu'il y a dans la base de données, mon casier judiciaire est vierge, il est blanc. On me le ressort sans délit, juste avec un petit hacking. Oui. Pourtant, si le système est sécurisé, à l'entrée dans le système, juste avant d'entrer dans le système de e-justice du gouvernement, je serai refoulé. S'il y a les pare-feux, il y a tout, je serai refoulé. Donc, tous les délits que j'ai commis vont sortir sur le papier. Mais le problème, c'est que on peut faire un papier, un casier judiciaire, et malgré que ce soit fourni par la justice, tu fais une photocopie et tu l'effaces totalement. Mais ils ont été très intelligents. J'ai regardé une vidéo par rapport à cela. Ils ont été très intelligents. C'est que dans les copies qui vont vous être données par le système du gouvernement, la copie est identifiable. Très bien. Elle est identifiable, c'est-à-dire qu'on va la scanner, on va savoir que ça vient de tel endroit, ça vient de telle cour de justice, ça vient de tel tribunal. Donc ils ont mis en place un système qui permet d'identifier les documents même s'ils sont photocopiés. Donc la copie qu'on va te donner, le personnel il va saisir, il va te saisir déjà dès que tu vas entrer, il va mettre tes données, tout, ça va sortir. Il va juste te signer. Après il va te donner le papier. Maintenant quand tu auras ton papier, si tu pars par exemple faire une petite fraude, juste prendre sa signature et mettre sur un autre, ça ne sera pas reconnu. Quand tu vas aller dans un autre système judiciaire ou une autre cour de justice pour présenter ton document, quand ils vont scanner, ça va pas se reconnaître, ça sera pas reconnu. D'accord, très bien. C'est très ingénieux, c'est très louable, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je poursuis avec toi, Lamine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans le même élan quel est le rôle des institutions dans la protection des données judiciaires? Tu nous expliquais déjà un cas de figure dans lequel la donnée personnelle d'un individu, d'un citoyen, peut être menacée. Tu as pris l'exemple d'un casier judiciaire que toi-même tu peux falsifier, mais ça peut être un casier judiciaire d'une autre personne. D'une autre personne que toi-même tu peux falsifier pour ternir son image, pour peut-être faire des actions en son nom, pour usurper son identité. Justement, juste avec les mauvaises intentions. Par exemple, moi je te connais, je te côtoie, je connais toutes tes informations. Je n'ai même pas besoin de connaître toutes tes informations, j'ai juste besoin de ton nom, ta date de naissance, c'est tout. Puisque pour saisir tout ça, il faut le nom de la personne et un code. Genre, si je connais ton code, ou bien juste avec ton nom, je mets ton nom, j'entre dans la base de données avec ton nom. Mais si j'arrive à passer le checking du code, j'entre dedans. Et je peux faire tout ce que je veux, que ce soit des données. Bon, je vais attaquer un petit thème, l'interpolarité entre les systèmes. D'accord. Le système de sécurité de la justice ne peut pas être à part. Si la justice se rapproche du numérique, c'est tout le gouvernement qui doit se rapprocher du numérique. Bien. Donc, si, par exemple, j'ai des données bancaires au niveau des finances, pour accéder à ces données, je pense, c'est ce qui a été fait, que tout est relié. Tout le système est relié. Du coup, en accédant à ton compte ou à ta page de l'e-justice, je peux avoir accès à du service de finance. Très bien. Janicia, pour revenir vers toi, lorsqu'on parle d'opportunités et de perspectives, quels sont les vrais avantages d'avoir un système judiciaire numérique pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des avantages déjà, et quels sont les avantages? Bien sûr, il y a des avantages. Déjà, comme avantage, cela permettrait non seulement à des personnes étant à l'extérieur du pays de pouvoir se fournir rapidement les papiers dont ils ont besoin. Et pour des personnes étant sur place au sein du pays, il y a cette facilité à pouvoir avoir accès aux différents documents qu'il faut. Et ça va aussi permettre à ce que les différents acteurs puissent rapidement effectuer les différentes procédures qu'il y a à faire, rapidement fournir aux populations les documents qu'il faut dans les temps qu'il faut. Par exemple, si on veut transférer un dossier au procureur qu'il doit rapidement voir et signer ou donner son approbation, ça sera fait
dans les temps, il devra juste se connecter à la plateforme et faire ce qu'il y a à faire. Juste un exemple pour rejoindre un projet Janicia. Oui. J'ai une de mes anciennes qui était ici en Algérie. Elle a étudié ici pendant 5 à 6 ans. Elle est rentrée au pays et elle voulait déposer ses documents pour un concours. Et on lui a demandé un casier judiciaire ici en Algérie. Et jusqu'à présent, elle ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit sur le territoire. Et il faut qu'elle présente tous ses papiers. Elle peut utiliser l'ambassade, mais l'ambassade, elle va passer par plein de paperasses pour avoir ce document judiciaire. Pourtant, s'il y avait la plateforme e-justice comme il y a en Côte d'Ivoire, tu entres juste tes données et tu auras ton casier judiciaire sans problème. Très bien. Bon, sauf si je me trompe. Je pense que depuis quelques années maintenant, il est possible d'avoir... Même ici, elle est entrée sur la plateforme, mais elle n'arrive pas à avoir le... Très bien, d'accord. Donc, Janicia, tu nous parlais des opportunités, des des bénéfices qu'il y a d'avoir la plateforme dans un système judiciaire numérique. Et dans le même élan, nous et les auditeurs, on aimerait savoir quels sont les investissements qui doivent être faits pour garantir le bon fonctionnement ou la bonne réalisation de ce projet. Les investissements qui doivent être faits déjà au niveau de la sécurité, et je pense que c'est quelque chose que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est en train de faire avec la mise en place des lois, mais également l'investissement dans le fait qu'ils puissent mettre en place un système de cybersécurité, comme ce qu'Alamine disait tout à l'heure. Ils sont déjà en train de voir comment mettre en place ce système de cybersécurité pour pouvoir pallier aux différentes infractions qui pourraient survenir. Et je pense que ils ont prévu quand même un budget assez conséquent. Parce qu'on parle là d'un projet qui est d'une certaine envergure. Oui, et c'est quelque chose qu'ils ont mentionné dans leur stratégie de développement de transformation numérique. Pour aider un peu Janicia, déjà, ce projet n'est pas unique. Il y a également une plateforme de sécurité de digitalisation des actes de justice qui est en cours, avec également notre projet d'informatisation du secteur judiciaire, pour pouvoir pallier à la majorité des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en mettant sur pied ce projet. Très bien. Donc je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer notre débat virtuel. Alors, très chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce numéro. Des choses que nous devons retenir, c'est que la digitalisation est un levier essentiel pour une justice plus efficace et accessible. Il existe des défis. Les défis seront là, notamment en termes d'infrastructures, de cybersécurité. Mais les solutions seront toujours là. Et il faut toujours garder l'espoir pour un futur meilleur. On remercie Chourouk qui est toujours là avec nous à la réalisation et à la console. On remercie également vous, les invités, Alamine. Je remercie Janicia et vous, très chers auditeurs, pour votre fidélité. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.